On se retrouve dans Punchline sur CNews avec Valérie Debord. Bonsoir, porte-parole des Républicains. Adrien Quatennens, bonsoir, député de la France Insoumise du Nord. Et Laetitia Crepin, bonsoir, journaliste spécialisée en communication politique. On a beaucoup de thèmes ce soir dans l'actualité. On va commencer par un hommage à Jean d'Ormesson. L'immortel s'est éteint à l'âge de 92 ans. On avait l'impression qu'il rajeunissait en vieillissant. C'était aussi l'homme des punchlines. Il adorait ça. Il disait « J'ai tant aimé la vie que j'accepte la mort comme son accomplissement ». Ou alors « Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu ». Valérie Debord, est-ce que vous avez une phrase, quelque chose, une définition pour Jean d'Ormesson ? Une citation qui lui appartient, toute mort est un mystère parce que toute vie est un mystère. Je pense que ça lui correspond assez bien. Laetitia Crepin ? C'était un personnage éminemment médiatique également. Bien sûr que c'était un grand homme de la littérature, mais il adorait les médias. C'était le bon client par excellence. Et donc les hommages pleuvent aussi pour se rattacher à cette star, finalement. C'était une star à sa façon, Jean d'Ormesson. Donc c'est pas étonnant finalement que les politiques, comme ça, bien sûr, je ne remets pas en cause la bonne foi des hommes politiques, mais en termes d'image, c'est pas mal. Et il aimait beaucoup Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens. Bien sûr. Les deux lettrés qu'ils sont avaient une admiration mutuelle. Des points communs. Je me dis qu'en grand lecteur que je suis, j'ai beaucoup de retard à rattraper vu son œuvre, mais c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup écouter et qui avait cette malice et cette intelligence dans l'œil. Et j'ai vu en tout cas cet après-midi qu'il a fait large unanimité à l'Assemblée nationale et c'est très bien. Et c'était vraiment l'amour des lettres qui unissait Jean-Luc Mélenchon et Jean d'Ormesson ? Assez clairement, je pense, parce qu'on aura compris que politiquement, vraisemblablement, ils n'étaient pas d'accord. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça fait partie de ces personnages qui, malgré des désaccords politiques, peuvent avoir le plaisir de la conversation avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et souvent, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs le sens de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon à son sujet. Allez, on va rester avec la France Insoumise d'ailleurs, Adrien Quatennens. On parlera des Républicains après. Ne vous inquiétez pas, Valérie Debord. La France Insoumise est à nouveau au cœur de la polémique après une proposition de Jean-Luc Mélenchon d'instaurer. Alors, dans un premier temps, il appelait ça un tribunal professionnel des médias pour sanctionner symboliquement les menteurs, les tricheurs, les enfumeurs. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu une pétition en ligne que la France Insoumise a montée pour la création d'un conseil de déontologie du journalisme. Alors, on va rappeler, Laetitia Crepin, c'est qu'il était furieux après l'émission politique sur France 2. Il trouvait qu'il avait été maltraité, en tout cas que c'était, comment disait-il, un traquenard médiatique. Et du coup, il y a cette pétition en ligne qui a été signée en quelques heures par 10 000 personnes. Vous avez pu regarder un peu en quoi elle consiste, cette pétition ? Oui, il accuse effectivement France 2 d'avoir monté un traquenard, d'avoir aussi diffusé des informations mensongères, notamment il cite les journalistes nommément. Donc voilà, après il accuse France 2 de n'avoir pas réagi ensuite, d'avoir pas rétabli la vérité selon lui. Et donc il appelle à ce que les citoyens, des journalistes aussi et d'autres membres de la société civile puissent sanctionner les médias quand ils diffusent des fausses informations. Des fake news, comme on dit, des fausses informations. Adrien Quatennens, qu'est-ce qu'il cherche ? En fait, il dit qu'il y a une voie médiane entre la plainte au tribunal et un recours possible devant ce genre d'instance que serait ce conseil de déontologie du journalisme ? Oui, bien sûr, mais en fait, là, on rebondit sur la polémique autour de l'émission politique. Bon, si on s'arrête un instant sur l'émission, moi, j'étais sur le plateau et c'est vrai qu'on peut se poser la question, finalement, du point de vue du spectateur aussi, du téléspectateur, de est-ce que ce type d'émission sur le service public vise finalement à donner la possibilité, avec de la contradiction, d'une véritable démonstration des points de vue, ou est-ce qu'il n'y a pas une volonté, en tout cas manifestement ça se ressentait sur le plateau, de finalement passer à tabac un opposant politique de premier rang, parce que les 40 premières minutes de l'émission finalement étaient de bonne tonalité, et très vite c'est devenu dans la supercherie, la surenchère. On ne va pas refaire cette émission-là. Là on est sur une question très concrète. On rebondit sur cette émission, mais la question des médias, vous l'avez vu, elle est présente dans notre programme depuis très longtemps. Nous on fait un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui entre le politique et le citoyen, il y a un miroir parfois déformant des médias, qui a une hyper concentration et qu'il faut en parler, et y compris sur la question de la subjectivité et des points de vue. Je ne sais pas si le téléspectateur pourra voir, mais regardez, j'ai là cette carte. Pourquoi les journalistes feraient moins bien leur boulot aujourd'hui qu'avant ? Mais c'est pas une question de moins bien faire leur boulot. Non, mais il y a des journalistes par ailleurs qui font très bien leur boulot, mais le problème c'est qu'il y a une telle concentration qu'à un moment donné on peut se poser la question de quel est l'objectif. Est-ce que c'est de l'information honnête ? Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui fait l'effort de regarder un journal télé et qui a cette naïveté de croire que les personnes qu'on lui présente sont des personnes qui n'ont pas un avis subjectif et pensent que l'information est pour argent comptant, des experts en économie, qui sais-je. Et quand vous grattez un petit peu, vous voyez que derrière il y a des intérêts. Vous voyez, j'ai rapporté cette carte, ce n'est pas la carte du métro parisien, c'est la carte de la concentration des médias en France. Grosso modo, 90% des médias sont tenus par 9 personnes, 9 milliardaires, et y compris des gens, non mais attendez, c'est pas qu'une punchline parce que l'émission s'appelle comme ça. Non, ce n'est pas qu'une punchline. C'est aussi une réalité. Comment expliquez-vous
comment expliquez-vous que dans ce pays aujourd'hui, il y ait des gens qui investissent beaucoup d'argent dans les médias, même parfois quand ils en perdent? C'est bien qu'ils ont un intérêt ailleurs et qu'ils n'ont pas que comprendre votre pensée. On va passer la parole aussi à Valérie Debord, des propriétaires des médias, que j'aimerais bien entendre là-dessus. Uniquement. Alors, Valérie Debord, sur ce sujet, attendez, on va peut-être écouter Gérard Larcher et vous allez prendre sa suite. Écoutons Gérard Larcher sur ce dossier du tribunal médiatique. Est-ce qu'il faut faire un tribunal démocratique? Je crois que malheureusement, M. Mélenchon, que je connais bien, on a été élu le même jour, j'ai l'impression d'avoir mieux tourné que lui sur ces sujets-là. Je crois qu'il faut qu'il retrouve la raison. Voilà, Gérard Larcher ce matin chez Jean-Pierre Elkabbach. Alors, Valérie Debord, votre point de vue là-dessus? Écoutez, même Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen n'ont pas osé faire ça. Être à ce point en capacité d'être un saint juste et de vouloir couper la tête, je ne suis pas sûre que ça va vous rabibocher. Couper la tête de personne. Si, quand vous parlez systématiquement de fake news, de dénoncer des propos, de dénoncer, c'est un fait, à partir du moment où vous le dites, pas forcément un fait dans la réalité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des contre-pouvoirs. Les médias sont un contre-pouvoir. Si vous n'êtes pas content, vous éteignez la télé, sont souvent au service du vous pouvoir, éteignez la radio, vous n'achetez pas un journal, vous achetez un journal plutôt souvent au service de du pouvoir presse. Alors, en coupant tout le temps les gens, vous voyez, vous. Non, mais je vous pose la question, vous faites des injonctions. Non, mais moi je ne vous réponds pas, je réponds à la journaliste. Aujourd'hui, si vous voulez, en n'achetant pas un journal, vous avez le pouvoir de dire non. En éteignant ne le faites pas, mais en éteignant CNews, vous avez le pouvoir de dire non. Voilà. C'est aussi votre propre pouvoir. Et je ne pense pas qu'en criant haro et en jetant des anathèmes à longueur de journée, c'est de la caricature, on ne jette pas d'anathèmes. Alors, terminez, à partir du moment où systématiquement vous êtes en opposition et vous voulez couper la tête des journalistes parce qu'ils n'ont pas l'heure de vous servir le tapis. Mais qui a dit qu'on parlait de couper la tête? Vous c'est ce qu'a dit M. Mélenchon. Que vous employez. Ah bon, on a dit qu'on allait couper la tête de quelqu'un? C'est sa façon de parler. Vous prenez vos cauchemars pour des réalités. La façon de parler, c'est pourquoi vous voulez me couper la tête. La façon de parler de M. Mélenchon, c'est vous ne dites pas du bien de moi, donc vous en dites du mal, donc par conséquent votre tête doit être coupée. C'est quand même très particulier, si vous voulez. Mais ce que nous disons est valable pour vous aussi, c'est-à-dire y compris pour les médias qui traitent de votre question. Nous ne le demandons pas. Nous avons été à plusieurs reprises dans des séquences médiatiques qui n'étaient pas forcément agréables. À aucun moment. Mais la question n'est pas d'être agréable ou pas, ni de se compter nos belles intentions, madame. Est-ce que vous pouvez admettre qu'il y a une hyper-concentration médiatique dans ce pays, que ça pose question? À aucun moment nous ne serions permis de dire. C'est à nous de décider la ligne d'un journaliste. À aucun moment. Parce que nous considérons que vous avez une déontologie. En l'occurrence, Adrien Quatennens, le service public, il appartient à aucun grand groupe privé puisqu'il est, comme vous le savez, public. C'est bien le problème. C'est pour ça que dans notre programme, par exemple, nous avions évoqué le fait que la présidence de France Télévisions ne devrait pas être le fait du prince qui nomme la présidence. Elle pourrait être élue, par exemple. La présidence pourrait être élue, par exemple, par le Parlement. Ce que nous proposons avec ce conseil de déontologie, c'est ni plus ni moins que de mettre différents acteurs sur la table, y compris des journalistes. Il n'y a pas que le CSA, on parle aussi de mettre des journalistes dedans, d'avoir des citoyens, pourquoi pas des usagers. Et si vous trouvez qu'en Belgique, en gros, si on vous écoute, en Belgique, en Suède et au Québec, ce que nous proposons se fait, et l'on ne voit pas qu'on parle de couper la tête. Bon, tout va bien dans les médias si on vous écoute, c'est ça? Est-ce que tout va bien dans les médias? Voyez-vous caricaturer. Non, je vous pose une question. Franchement, est-ce que tout va bien? Après la campagne présidentielle qu'a subie François Fillon, je pense que les Républicains sont mieux placés que vous. Donc on pourrait pourquoi voulez-vous feindre une opposition entre nous? Alors nous pourrions être d'accord sur la question des médias. Mais non, j'ai pas envie d'être d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon, vous contestez qu'il y a une hyper-concentration médiatique? Je vous la mets sur le nez là. Mais monsieur, vous parlez de France 2. France 2 est public. Vous êtes en contradiction et dites que donc il n'y a pas de problème avec le service public. Il n'y a pas de problème avec le service public. Donc moi, ce que je dis, c'est que je respecte la démocratie française, je respecte son esprit. L'esprit de la démocratie française, et M. Dormesson sera encore de ce monde, il le dirait, c'est la possibilité aussi à un moment de déplaire. Pas les morts pour ce... C'est aussi la possibilité de déplaire. Et on a le droit de déplaire, y compris à M. Mélenchon. C'est un positionnement de Jean-Luc Mélenchon qui finalement est éculé. Enfin, je veux dire, c'est une méthode qu'il utilise, qu'il a rodée, mais depuis des années. Enfin, et vous êtes à peine caricatural. Depuis qu'il avait traité ce journaliste stagiaire, le Blanc-Bec, etc., qu'il a vu la viralité que ça prenait, que ça lui donnait énormément de notoriété en retour. Est-ce qu'on peut un instant... Il est leader d'une communauté, et ça c'est vraiment factuellement vérifiable, qui est invisible mais quantifiable. C'est-à-dire que les internautes sont quantifiables. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, dans la façon d'utiliser aujourd'hui les médias d'aujourd'hui actuels, les réseaux sociaux, évidemment en faisant beaucoup de télé également, puisque les deux se nourrissent, le média traditionnel de masse nourrit le réseau social, il a réussi quand même en termes de stratégie communicationnelle à être
très efficace et avoir un positionnement. Est-ce qu'on peut arrêter, un instant de tout psychologiser, de ramener la personne de Jean-Luc Mélenchon? Parce que là, votre titre, c'est Jean-Luc Mélenchon, en fait-il trop? Mais en l'occurrence, la question qui est soulevée derrière, c'est bien celle des médias. Il y a eu récemment, dans un journal qui s'appelle La Croix, une enquête d'opinion qui est parue, qui montre que plus de la moitié des Français mettent en doute la parole qui est portée par les médias. C'est ce sujet que j'essaie de poser. Pourtant, vous les utilisez beaucoup, et c'est sur ce sujet, c'est sur ce sujet que je dis que nous pourrions avoir un point d'accord. Nous évoquons effectivement la question. Votre accroche est faussée. Votre accroche est tout simplement. Non, mais de toute façon, tout ce qui vient de nous, vous savez, on le voit, tout ce qui vient de nous. Vous savez, à l'Assemblée, nous sommes moins caricaturaux que vous parce que des fois, nous votons avec vous. Vous pourriez être d'accord pour dire que sur les médias, il y a bien un problème. Les Français eux-mêmes sont d'accord avec ça. Sur la position de Mme Obono, ça m'intéresse. Ah bon, mais c'est-à-dire, vous voulez remettre une pièce? Eh ben, pas de problème. Moi, je vous donne le programme. On a un programme qui est laïque. Tout le monde se retrouve là-dessus. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Pourquoi Mme Obono n'est pas dénoncée par M. Mélenchon, alors? Mais vous avez vu l'émission comme moi, les clarifications étaient faites. Il y a parmi nous de la diversité, mais nous sommes sur la laïcité, nous sommes infaillibles. Sur la laïcité, nous sommes infaillibles. Sur la laïcité, madame, nous sommes infaillibles. Nous avons un programme. Je vais vous le remettre, d'accord? Nous avons un livret complet sur la laïcité. Vous êtes dans une caricature. Quiconque nous regarde peut le vérifier. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que la semaine dernière est paru un sondage d'opinion d'Harris Interactive qui dit que selon les Français, la valeur qui est le mieux défendue par la France insoumise, madame, c'est la laïcité. Oui, écoutez, alors, je veux bien, n'empêche qu'il n'y a toujours pas de réponse. Juste pourquoi on personnalise ce soir? Et on termine, Laetitia. On a fait que ça. Non, il continue la discussion. Pourquoi on personnalise ce soir? Parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui, en son nom, a lancé la pétition. Eh bien, en ce sens, c'est un lanceur d'alerte, bien sûr. Qui a écrit cette note de blog après avoir été invité personnellement à une émission de télévision. Donc voilà, on ne personnalise pas, on débriefe. Mais le traitement qui lui est réservé est souvent particulier aussi. Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait en sorte d'avoir tous les capteurs sur lui et qui vend le produit Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va passer à quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon. On va passer à Emmanuel Macron qui sort de l'impopularité selon le sondage. Il faut pour Paris Match. Il montre que le président prend 6 points et revient à 50% d'approbation de son opinion. Ça veut dire qu'un Français sur 2 l'approuve. Est-ce que c'est la fin de l'impopularité? En tout cas, voilà, c'est depuis le début du quinquennat la première fois effectivement qu'il remonte la barre. Laetitia Crepin. Ouais. Bon, après, c'est une remontée. J'ai du mal à commenter comme ça des sondages qui sont à un instant T. C'est plutôt positif pour Emmanuel Macron là. Est-ce que ça signe une remontée en notoriété, en popularité qui va être stable dans les semaines à venir? On ne sait pas. On sait que l'Élysée prétend officiellement ne jamais regarder les sondages, etc. Évidemment que tous les jours, à chaque fois qu'il y en a un qui tombe, ils sont dessus et ça peut-être ça consolide un petit peu leur politique et leur façon de communiquer. Mais c'est toujours compliqué de se dire, OK, pour Emmanuel Macron, c'est bon, la descente et la dégringolade est derrière lui. Un mot là-dessus, Valérie Debord? Le vrai résultat, ce sera les résultats. On attend la baisse du chômage, on attend le retour de la productivité, on attend la place dans le monde. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous, les Républicains, nous sommes en accord. Il y en a un certain nombre sur lesquelles nous sommes en total désaccord. L'épreuve des faits sera le vrai sondage. Adrien Quatennens, la remontée dans les sondages du président Macron? Malheureusement, je pense que c'est un spasme, mais que ça ne témoigne pas d'une tendance lourde, pour la raison qu'Emmanuel Macron poursuit les politiques qui ont été menées ces 20 dernières années. Il les poursuit durement. Regardez sur les ordonnances, à peine était-elle ratifiée que déjà la ministre sur BFM TV allait déclarer que ça ne créera pas mécaniquement de l'emploi. Bien évidemment, ces recettes ont déjà été utilisées depuis 20 ans. Emmanuel Macron, c'est le sursis pour perdurer un peu plus dans ce système libéral, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une espèce de pompe aspirante qui fait que la recomposition politique n'est pas complètement terminée. Enfin, vous avez vu le dernier fait politique. Vous avez maintenant sur les bancs des ministres, depuis quelques jours, quelqu'un qui avait voté contre le budget quelques jours avant. Donc ça, c'est l'habileté d'Emmanuel Macron, finalement, d'être un espèce de courant porteur où viennent tous ceux qui veulent le recyclage du moment. Et ça fait d'ailleurs que des formations politiques traditionnelles, c'est le cas des Républicains et du Parti Socialiste, soient, à mon avis, durablement enlisées. Mais c'est bien parce que ça pose aussi une clarification politique. Maintenant, il y a 2 modèles, le libéralisme, le libre-échange et la théorie du ruissellement d'Emmanuel Macron et le partage des richesses et la planification écologique que nous portons avec la France insoumise. On va parler justement des Républicains à 5 jours du premier tour du vote pour la présidence. Laurent Wauquiez, évidemment. On va en parler alors par le biais des crèches. Parce que pour contourner la loi sur les crèches de Noël, il a décidé d'installer dans le hall de l'hôtel de région de la région Rhône-Alpes, Auvergne, 5 scènes de la Nativité avec des santons pour promouvoir la tradition des métiers d'art. Écoutez, Brice Hortefeux, et je vous passe la parole ensuite. Oui, il y a des racines chrétiennes en Europe et la France en fait partie. J'observe que sur un sujet comme la Corse, je trouve ça formidable, qui est la défense de l'identité, mais je ne vois pas pourquoi ce qui est excellent pour les Corses serait forcément...
Bon, un petit mot, Valérie Debord, sur les crèches et puis après sur la présidence des LR. Écoutez, il y a une jurisprudence assez constante, y compris au niveau du Conseil d'État, qui indique qu'effectivement, sur le niveau des traditions populaires, il y a la possibilité de les exprimer. Non mais, je veux dire, c'est les grosses, mais bon, voilà. Sincèrement, ça ne me choque pas. Très clairement, je pense qu'il y a une tradition millénaire de culture judéo-chrétienne dans notre pays. Je ne suis pas sûre que ça gêne énormément de monde. C'est une tradition. En plus, les santons, il y a les santons de Provence. Voilà. Après, si ça gêne vraiment un certain nombre de personnes, elles l'expriment. Elles peuvent faire les recours qu'elles souhaitent. Je pense que la très grande majorité des gens ne sont pas gênés par ça. Ça vous choque, Adrien Quatennens, ou pas? Je suis très heureux parce que, vous voyez, je viens de vous offrir le livret sur la laïcité. Vous venez de faire la démonstration de l'ambiguïté qui est de la vôtre. C'est qu'en fait, la laïcité, vous savez, ce n'est pas géométrie variable. La laïcité... Vous ne connaissez pas la définition de la laïcité, alors? La laïcité, c'est l'acceptation. L'Église chez elle, l'État chez elle. La laïcité, c'est plusieurs valeurs, madame. Ce n'est pas ça. Là, je suis désolée, monsieur, reprenez votre définition. La laïcité, c'est l'acceptation de toutes les religions et l'imposition d'aucune religion à quiconque. Et l'État qui n'en a pas. Et donc, dans les crèches dans les mairies, qu'est-ce que c'est alors? Alors, ce n'est pas une crèche. La mairie, ce n'est pas l'État? Ce sont les santons. À côté du sapin de Noël? C'est habile. Et le sapin de Noël. Alors, le sapin de Noël. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas, moi. Alors, je ne sais pas s'il y a un sapin de Noël. Alors là. Vous voyez bien que là, en l'occurrence, de la part de M. Wauquiez, vous pourriez le dire, ça aussi. C'est une manière habile de contourner le cadre légal. Reconnaissez-le. Ce que je viens de dire. D'accord, c'est une tradition. Moi, je vais vous dire franchement ce que j'en pense, parce que Mme Ferrari m'a interrogé sur la question. Ça vous choque, ça vous choque pas? La laïcité, c'est très clair, ne doit pas être à géométrie variable. Nous sommes une république laïque et dans le moment, nous avons besoin de le réaffirmer. Donc, Victor Hugo disait, l'Église chez elle, l'État chez lui. Donc la loi de 1905 jusqu'au bout, pas de confusion des genres et donc effectivement pas de crèche dans les mairies. Alors Laetitia Crepal, sur ce dossier. Une communication très efficace parce que c'est une image qui parle à tout le monde. On comprend ce que fait Laurent Wauquiez. Voilà, il ne faut pas expliquer non plus des heures. Donc on comprend son positionnement, on comprend qu'il le maintient contre vents et marées à quelques jours de son élection potentiel, voilà, et donc c'est efficace, on en parle, l'image, le symbole est très fort. En même temps, il aurait tort de se priver puisque Emmanuel Macron a accepté d'être curé du pape, chanoine de Latran, donc lui aussi, visiblement, il a une géométrie. Comme tous les présidents. Alors, ça, très sincèrement, ça fait partie des attributs du président de la République. C'est bien ce que je dis, votre laïcité est à géométrie variable, pas la mienne. Un petit mot sur l'élection de dimanche. Entre nous. Valérie Debord, un petit mot sur l'élection de dimanche. Est-ce que vous espérez qu'il y ait de l'affluence? Moi, c'est la République juste. Est-ce que vous espérez... Ah oui, ça va y arriver. Est-ce que vous espérez qu'il y aura du monde qui va venir voter dimanche, Madame Debord? Écoutez, non seulement j'espère, mais j'ai fait une réunion encore samedi dernier. Il y avait un certain nombre de personnes qui étaient présentes à Nancy. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, je les souhaite nombreuses, qui en fait vont cliquer, puisque c'est un vote qui se passe par Internet. Donc de n'importe quel endroit que vous vous trouviez, vous pouvez voter avec vos petits codes. Donc il ne faut pas s'en priver. L'élection de Laurent Wauquiez, ça va changer quelque chose pour les Républicains, Adrien Quatennens? Je ne pense pas. La droite sera incarnée? Non, je pense que la droite est relativement rabougrie par cette élection. Moi, vous savez, j'écoute aussi mes adversaires politiques. Je ne cache pas d'affois même un certain plaisir à cela et à écouter tout le monde et tout le débat politique. Mais là, compte tenu aussi de ce que je viens d'expliquer par rapport à Emmanuel Macron, cet effet de pompe aspirante, je pense y compris que LR est durablement enlisé. Ça se voit d'ailleurs à l'Assemblée. Ils sont soit dans le soutien au gouvernement, soit dans la surenchère absolue. Je pense que l'espace qu'ils occupent est totalement restreint par Emmanuel Macron. Laetitia Crepal. Ce qui est intéressant, c'est que Laurent Wauquiez, s'il est élu, évidemment, va devoir s'adresser au peuple français, puisqu'il vise certainement la prochaine élection présidentielle. Mais d'abord, il va devoir s'adresser à son camp. Son camp qui est absolument détruit après le fiasco Fillon. Et ça va être intéressant de voir comment il va réussir à refédérer sa famille pour ensuite aller à la conquête un peu plus loin du pouvoir présidentiel. D'accord. Allez, on va terminer par un petit coup de cœur personnel pour Brune Poirson, qui était cet après-midi à l'Assemblée nationale, qui a été un peu chahutée par ses collègues députés alors qu'elle répondait à une question sur la gare Montparnasse. Écoutez la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Si vous nous écoutiez un peu plus souvent, j'arriverai à lire plus facilement. Merci. Mais ce nouvel incident... Il m'a gonflé. Voilà, c'est Valérie Debord. Alors, ça arrive à l'Assemblée nationale comme ça, des petites phrases qui... C'est la vie, il faut quand même jamais oublier quand même que les micros sont ouverts. D'accord. Oui, c'est la règle numéro 1 quand on est débutant. D'accord. Faire très attention toujours au micro et donc aux porte-voix qui sont autour de nous. Et Dormesson, en fait, est toujours extrêmement bien élevé. Il faut essayer d'être toujours bien élevé.
Adrien Quatennens, là-dessus, sur cet épiphénomène. Pour aller dans votre sens, en tout cas, je le pense, clairement, c'est moins le micro ouvert là qui me choque, mais le fait aussi que je remarque régulièrement que quand c'est une femme au micro, visiblement, les vociférations sont plus faciles. Ça reste, vous qui venez d'arriver à l'Assemblée, hein, vous êtes élu fraîchement. Globalement, a priori, ça a bien évolué, et y compris d'après ce qu'on me raconte, parce qu'il y a des choses Il y a déjà du passé un peu plus de femmes peut-être. Déjà, ça équilibre effectivement, mais je remarque effectivement, c'est toujours quand c'est une femme qui parle, c'est plus facile généralement de se lâcher et puis de vociférer, et puis surtout de prendre le dessus sur ce qu'elle raconte. D'accord. Valérie Debord, vous regrettez ça? Et ça vient des rangs de la droite comme des rangs de la gauche. Hein, En même temps, il m'a gonflé, c'est pas un truc à dire. Enfin voilà, les questions d'actualité, c'est un moment très particulier, c'est une espèce d'arène particulière. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention surtout au fait que les micros sont toujours ouverts. Voilà. C'est la fraîcheur des jeunes politiques qui n'a pas encore sa parole complètement verrouillée aussi. Donc finalement, c'est la ligne à tenir, voilà. Non, mais c'est finalement, effectivement, le côté négatif de cette fraîcheur, de cette parole nouvelle, qui parfois est un peu aussi louable, hein, parce que déverrouillée, parce que pas, empreint de langue de bois, ça fait du bien aussi. Oui, certes, mais en même temps, il ne faut jamais oublier... pas ses collègues. Non, je ne parle pas de ce petit dérapage. On incarne une institution, si vous voulez, au-delà d'une personne, vous incarnez une institution. Une institution ne s'exprime pas ainsi. Valérie Debord, un petit mot de Alain Juppé, qui a fait une conférence de presse ce soir à Bordeaux. On va l'écouter dans un instant. Il soutient Maëlle de Caland, évidemment. Il dit que voilà, c'est lui qui doit incarner le renouveau de la droite. Votre réaction? C'est pas le scoop du siècle. Voilà. Mais est-ce qu'il va rester chez les Républicains après? Il a toujours indiqué, je pense qu'il est très confirme. sincère, qu'il est très attaché à sa famille politique. Il a toujours indiqué qu'il resterait dans sa famille politique. J'ai aucune raison de ne pas le croire. Adrien Quatennens, vous pensez qu'encore une fois, cette nouvelle donne à droite va permettre d'entendre un peu mieux le message porté par cette droite classique? La droite parle à la droite, ça ne me passionne pas complètement, mais clairement, je vous dis, je le pense sincèrement, la recomposition politique n'est pas encore terminée. On va avoir encore quelques surprises, je pense, dans les semaines et les mois à venir. Je pense que vous avez un petit peu peur quand même, parce que là, M. Mélenchon, en fait, va décliner sur son côté premier opposant à Emmanuel Macron. À partir de dimanche, la droite française va être incarnée avec un leader. Mais elle est magnifiquement incarnée, la droite française, par un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron. Ce leader va permettre de enfin mettre un coin entre ce que veut Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il veut Jean-Luc Mélenchon comme premier opposant, parce qu'évidemment, avoir l'extrême gauche face à soi, c'est plus facile. Donc ça va permettre d'avoir un leader. Alors attendez, juste je me permets, il y a une extrême gauche dans ce pays, elle est revendiquée. Elle s'appelle Nouveau Parti Anticapitaliste, Lutte Ouvrière. Respectez-la, s'il vous plaît. La France Insoumise, ce n'est pas l'extrême gauche. Bah alors, c'est une autre extrême gauche. Vous êtes l'extrême droite, vous? Ah non, mais bon, moi, bah voilà. Je sais pas si vous avez donc respectez-moi. Il y a la droite. Merci. Voilà. Laetitia Crepin, un mot de conclusion là-dessus sur... Pour Alain Juppé, moi je me pose la question de son timing. Parce que quand même... 5 jours avant, c'est le moment. Le débat est lancé depuis un moment. Maëlle de Caland a un tout petit peu de difficulté. Là, dans la dernière ligne droite, il réussit à atteindre les médias. Mais enfin, quand même, pour lui, ça a été une longue galère. Donc, c'est un petit peu, un manque de courage politique. À minima bah oui, c'est vraiment... Je donne... mon soutien au tout dernier moment, parce qu'il faut bien que je me positionne en tant qu'Alain Juppé. Je vous rappelle qu'il était promis à notre avenir. Pour Maëlle de Caland, ça doit faire un peu de baume au cœur, mais il doit quand même un peu l'avoir mauvaise. Peut-être pas changer la phase du scrutin. Merci à tous les trois d'avoir participé à Punchline. Laetitia Crepin, Adrien Quatennens de la France Insoumise et Valérie Debord des Républicains. Dans un instant, mon invité, c'est Frédéric Lefebvre. Il va parler de la reconstruction de la droite. Avant cela, on va écouter donc Alain Juppé, c'était il y a quelques instants à Bordeaux, et aussi Laurent Wauquiez, qui était hier soir en meeting. Quand on appartient à la famille des Républicains, on ne renonce jamais, on ne démissionne jamais. Il y a au fond de nous une énergie qui est l'énergie des lendemains, qui est celle que nous allons puiser quand tout espoir semble perdu et qui nous permet de construire les victoires de demain. C'est cette énergie que je veux que vous alliez puiser au fond de vous pour que nous rebâtissions ensemble. Je n'ai pas oublié le soutien sans faille qu'il m'a apporté pendant ma campagne de la primaire de la droite et du centre. Et puis ce que j'aime en lui, c'est d'abord l'homme qu'il est, une personnalité chaleureuse, bienveillante, qui porte sur le monde et sur l'avenir un regard optimiste, et Dieu sait si on en a besoin. J'aime aussi ses idées, bien sûr. C'est un homme de droite, d'une droite humaniste qui met la dignité de la personne humaine et le respect d'autrui au cœur de tout. Il ne se contente pas de récuser toute alliance avec le Front National, ça va de soi. Il combat vigoureusement les idées du Front National. À titre personnel, mon choix est fait et je lui apporterai donc mon suffrage.